sortir, bon, il me semble que je suggérerais de séparer les deux points. Comment on est arrivé là? Il y a pas mal de choses à lire là-dessus, puis après on discutera comment en sortir. Comment on est arrivé là? Bon, moi je crois que la réponse est très simple. C'est la conséquence de l'hégémonie néolibérale. Parce que cette post-démocratie, elle s'est installée dans les 30 dernières années. Et je vois en fait deux phénomènes, enfin plutôt deux niveaux auxquels on peut remarquer cette installation de la post-démocratie. Au niveau politique, bon, c'est ce que j'appelle le développement du post-politique. Bon, ça, c'est un des thèmes principaux de l'illusion du consensus. Bon, c'est cette idée de la troisième voie de Tony Blair, parce qu'en fait, c'est là qu'a commencé, si vous voulez, cette idée que, bon, finalement, il n'y avait plus d'antagonisme dans la société. Tony Blair disait, maintenant, nous sommes tous de classe moyenne, donc on devrait pouvoir tous s'entendre. Alors, on nous présentait ça comme étant un grand progrès pour la démocratie, parce que, bon, la démocratie est maintenant devenue plus mûre, il n'y a plus d'antagonisme, il y a la politique adversariale donc entre la gauche et la droite, c'est du passé. Tony Giddens, qui était bon, l'inspirateur théorique de Tony Blair, a écrit un livre qui s'appelait Beyond Left and Right, au-delà de la gauche et de la droite. Donc c'était très bien, c'est très clair donc c'est ce que représente cette pause politique. Bon, et c'est, disons en termes plus concrets, c'est le moment où la social-démocratie a commencé à se présenter comme étant le centre-gauche. Je crois que c'est très intéressant de voir, c'est centre-gauche, c'est plus la gauche, c'est le centre-gauche. Et finalement, de dire qu'il y a entre le centre-droit et le centre-gauche un accord fondamental sur l'idée qu'il n'y a pas d'alternative à la globalisation néolibérale. Je crois que c'est ça qui est au cœur de la post-démocratie. Ça veut dire que lorsqu'un gouvernement social-démocrate de centre-gauche arrive au pouvoir, la seule chose qu'il peut faire, c'est de gérer de manière un petit peu plus redistributive, un peu plus humaine, le terrain qui a été créé, l'hégémonie qui a été créée par les conservateurs. Enfin, bon, évidemment, je parle ici particulièrement du cas de la Grande-Bretagne, parce qu'on a bien vu quand Tony Blair est arrivé au pouvoir, il n'a pas du tout mis en question l'hégémonie qui avait été établie par Margaret Thatcher. Il a simplement justement décidé de, comme je le disais, gérer ça de manière un petit peu plus positive. Mais ici, il faut voir que ce qui est en jeu, et ça nous ramène à ce qu'on discutait avant, finalement, ça veut dire que lorsque les citoyens vont voter, ils n'ont pas la possibilité de choix, parce qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre le centre-gauche et le centre-droit. Donc l'idée de la souveraineté populaire, parce que la souveraineté populaire, comme Jean-Luc le disait, c'est la possibilité vraiment aux citoyens de décider. Mais si on vous présente un programme qui est fondamentalement le même, vous n'avez pas la possibilité de décider. Les indignados espagnols avaient une formule que je trouvais très juste. Ils disaient « tenemos voto, pero no tenemos voz », c'est-à-dire nous avons un vote, mais nous n'avons pas de voix. Et c'est évident. Si vous pouvez voter, mais pour deux programmes qui sont pratiquement les mêmes, vous n'avez pas de voix. Donc là, je crois que c'est ce que j'appelle cette pause politique. Ça a eu comme conséquence de faire disparaître justement ce qui était central dans l'idée démocratique, l'idée que les citoyens ont vraiment la possibilité d'intervenir, de choisir quand ils vont voter. Donc ça, c'est au niveau politique. Au niveau économique, évidemment, il y a eu aussi des choses très importantes, transformations très importantes liées à l'hégémonie néolibérale. Bon, je veux pas le temps ici d'entrer en détail, d'ailleurs, plus ou moins tout le monde sait. Moi, j'appelle ça un phénomène d'oligarchisation de nos sociétés. C'est-à-dire qu'en conséquence du développement du capitalisme financier globalisé, on a vu une augmentation exponentielle des inégalités. L'œuvre de Thomas Piketty est très claire là-dessus. Donc, et ça, c'est quelque chose qui est un phénomène vraiment très spécifique de conséquences pour moi les politiques néolibérales. Et bon, ça veut dire que en fait, maintenant, nous avons il y a une fracture, un gouffre
qui s'est établi dans nos sociétés entre, d'un côté, un petit groupe qui est chaque fois de plus en plus riche, et de l'autre côté, non seulement les classes populaires abandonnées, mais aussi, par exemple, un processus de paupérisation et précarisation des classes moyennes. Ça a des conséquences importantes que nous analyserons par la suite, parce que je crois que ça nous offre d'une certaine façon une possibilité intéressante de penser un autre type de construction du peuple. Mais ces deux éléments, donc au niveau politique, la pause politique, l'impossibilité pour les citoyens d'avoir véritablement une voix, et aussi les conséquences donc, de l'oligarchisation de notre société, ça veut dire que c'est vraiment l'abandon de la défense de l'égalité. Maintenant, d'ailleurs, je parle encore en référence à ce qui se passe en Grande-Bretagne. Bon, évidemment, les choses sont en train de changer, heureusement, grâce à Jeremy Corbyn. Mais sinon, le parti laboriste n'utilisait jamais l'idée d'égalité. C'est le choix. Maintenant, on va donner plus de choix à ceux qui votent. Ils vont pouvoir choisir leur école, ils vont pouvoir choisir leur médecin. Donc, on va leur donner plus de choix. Mais l'idée même d'égalité, c'est quelque chose qui est conçu comme... Certains disent, mais c'est une catégorie zombie, l'égalité, parce que ça n'a plus de sens dans nos sociétés de parler d'égalité. Et je crois que c'est ça, en fait, qui est en jeu dans ce que j'appelle la post-démocratie. Parce que si on accepte que ce qui est central à l'idée démocratique, c'est l'idée d'égalité et l'idée de souveraineté populaire, aujourd'hui, dans nos sociétés, ce sont précisément les valeurs qui ont été éliminées à cause de la prégnance, si vous voulez, de l'idée de la liberté, mais bien entendu, au niveau néolibéral. Alors bon, je crois que, mais ça, on peut être le plus tard examiner. C'est ça qui, à mon avis, a fait le terrain pour le développement du populisme de droite. Mais de façon plus générale, je dirais, aujourd'hui, nous nous trouvons, alors là, ça va peut-être susciter des réactions, dans un moment populiste. Dans un moment populiste, qu'est-ce que j'entends par là? Le moment populiste, c'est justement le besoin d'intervenir, d'avoir un mouvement pour rééquilibrer le rapport que je présentais comme étant central dans la démocratie pluraliste entre les valeurs de liberté et les valeurs d'égalité. Il est important d'avoir un mouvement qui rééquilibre, si vous voulez, qui remette la possibilité de cette lutte agonistique entre les valeurs de droite et les valeurs de gauche, qu'on n'en soit plus au centre-droit, centre-gauche, ce consensus au centre qui justement réduit la politique à n'être qu'en fait une affaire d'experts. Parce que si on accepte l'idée qu'il n'y a pas d'alternative à la globalisation néolibérale, ça veut dire qu'en fait, il n'y a plus de décisions politiques qui puissent être faites par rapport à quel genre de société est-ce qu'on veut, comment est-ce qu'on va l'organiser. Donc, tout ça, c'est disparu. Et les problèmes qu'on appelle encore politiques sont finalement réduits à des problèmes techniques. Comment est-ce qu'on veut mieux organiser ce qui est en fait un état de fait qu'on ne peut pas transformer. Et si les problèmes politiques sont des problèmes techniques, bien entendu, et les experts sont plus à même de résoudre ces problèmes. Donc ça, c'est encore justement quelque chose qui retire la possibilité aux citoyens d'intervenir, d'avoir une voix. Je crois que ça c'est vraiment ça qui est caractéristique de notre société aujourd'hui. Et pour ça que je dis que nous vivons dans des sociétés post-démocratiques.